Et voilà. Bonjour Manuel. Bonjour Alexandre. Heureux de te rencontrer. Bienvenue dans cette nouvelle rencontre sortie de scène. Eh ben merci à toi. Et bah écoute, je vais commencer comme d'habitude. J'ai envie de dire, est-ce que tu peux te présenter toi-même? Comment tu fais quand tu te présentes? Qui es-tu, Manuel? Comment tu occupes ton temps? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? À toi. Eh ben donc moi c'est Manuel Montero. Je suis comédien, auteur et producteur. Donc ça fait quasiment 30 ans que je fais ce métier. Alors j'ai commencé d'abord par comédien, ensuite auteur, et puis là ça fait depuis quelques années, une petite dizaine d'années que je produis aussi mes spectacles. Et donc c'est des spectacles, c'est essentiellement des comédies qui tournent un peu partout, à Paris, dans toute la France. Voilà, j'ai actuellement 4 pièces. Donc ma première pièce qui s'appelle Les hommes sont des femmes comme les autres, qui est une comédie qui tourne depuis 13 ans maintenant. D'accord. Donc voilà, qui a joué à Paris, un peu partout en province. J'ai ma deuxième pièce qui s'appelle Célibataire mais je me soigne. Voilà, que j'ai tourné aussi pendant pas mal d'années, qui tourne un petit peu moins celle-là. J'ai ma dernière pièce, ma troisième pièce qui s'appelle Par ici la sortie, qui a joué encore récemment au Théâtre Edgar à Paris, dans le 14e, et qui tourne pareil un peu partout en France. Et j'ai ma dernière création qui vient de sortir là, fin janvier, qui s'appelle On est fait pour s'entendre, qui est aussi une comédie, mais dans un registre un peu différent, et qui sera sur le Festival d'Avignon cet été, au théâtre à l'Andalous. Voilà. Super, on sait toute ton actualité. Voilà. Et alors maintenant on sait que donc toi tu es auteur, tu joues aussi de temps en temps des rôles. Je joue dans mes propres pièces. Moi l'idée c'était quand même de m'écrire des rôles, voilà, de ne pas attendre qu'on m'en propose. Donc c'est vrai qu'assez naturellement moi j'ai toujours aimé écrire. Et du coup, voilà, je me suis écrit des rôles pour moi et j'ai développé des pièces. Donc je joue essentiellement dans mes pièces. D'accord. Après, j'ai aussi des doubles équipes, donc c'est pas toujours moi qui joue, mais je me réserve toujours un petit rôle dans mes pièces. Voilà. Et tu fais la mise en scène aussi? Comment tu Alors, ouais, alors pas sur ma dernière création. Là, pour le coup, j'ai fait appel à un metteur en scène, enfin une metteuse en scène. Mais sur mes 3 précédents spectacles, ouais, je mets en scène. D'accord. J'écris, je mets en scène. Donc, et je joue. C'est pas forcément l'idéal, mais j'ai réussi à faire comme ça jusqu'à présent. Et voilà. Alors, comment tu es venu à écrire la première pièce que tu as écrite, donc, c'est les hommes sont des femmes comme les autres? Non, première, c'est... Alors non, en fait, moi j'ai écrit mon premier spectacle, ça remonte, j'avais 21 ans, donc on est en 97, 98, c'était jadis. Et en fait, moi j'ai toujours été inspiré par les inconnus, voilà, ce genre d'humour, comme ça, tous ces gars qui faisaient des sketchs. Donc c'est la première forme que j'ai écrit, c'est ça. C'est des spectacles de sketch avec un pote de mon quartier. Et on s'est lancé comme ça, en fait. Donc on avait un spectacle, on avait un duo qui s'appelait Black à part. Voilà, et on a commencé comme ça avec un spectacle d'1 heure avec une dizaine de sketchs, un peu sur le même principe que voilà, ce qui nous inspirait à l'époque, les inconnus, et vous avez commencé etc. Et on a commencé dans un petit café-théâtre à Paris qui n'existe plus, qui s'appelait Au Bec Fin. Ah oui, d'accord. Rue Thérèse, dans quartier près du Louvre. Et on a commencé une petite programmation. On avait passé un extrait, un sketch de notre spectacle. Et le gars avait bien aimé notre énergie. Il nous avait proposé une programmation. Donc on a commencé comme ça, 3 soirs par semaine. Donc c'est quoi? Il n'y avait même pas 30 places. Hein. Il y avait peut-être 35. Et voilà, on a commencé, on a tout fait nous-mêmes. On a fait nos petites affiches, notre flyer, notre promo. Tout from scratch, quoi. Voilà, et on a commencé comme ça. Et donc, tu dis, tu t'es inspiré pas mal Enfin, tu t'es inspiré ou tu as été inspiré par les inconnus? Ouais, essentiellement. Par les inconnus,
nous, on adorait ça. Moi, j'ai grandi avec la télé des inconnus, avec leurs sketchs, et j'adorais ce délire comme ça, qui sortait un petit peu de l'idée qu'on se faisait du théâtre, où moi, j'adorais le théâtre, mais j'avais peut-être un petit peu de mal avec l'aspect un peu conventionnel et académique, de me dire qu'il fallait rentrer dans un conservatoire, des textes classiques, etc. etc. C'est vrai que l'idée de pouvoir comme ça démarrer avec autant de liberté de jeu, comme on le voyait chez tous ces mecs-là, ça nous inspirait énormément. Parce que nous, voilà, on avait 18 ans et l'idée c'était de faire les cons, quoi. Et quand on voyait ces gars prendre autant de plaisir et en donner autant en faisant des conneries, en se mettant des perruques, en faisant des sketchs, voilà, j'ai vraiment été inspiré par ça. Et pour la petite anecdote, en fait, vous vous amusiez, c'était l'idée de continuer les blagues entre potes, mais exactement. Donc prendre des accents, faire vraiment tout pareil, tout ce qu'ils faisaient, on avait envie de faire ça. Le métier de comédien, en tout cas pour ma part, c'était de cette manière-là au début, parce qu'après j'ai un peu évolué, mais au début c'était cette manière-là qui m'inspirait, quoi. Par imitation. Et puis par jeu, en fait. Vous étiez très inspiré par tous ces artistes dont tu me parlais, et tu t'es mis à écrire et à proposer des sketchs que tu as envoyés. Oui, c'est ça. On a fait un sketch extrait de notre spectacle de l'époque, oui, à la boîte de prod de Pascal Légitimus. Et il nous a répondu, il a bien aimé notre délire et tout, il est venu nous voir au spectacle au Bec Fin. D'accord. Donc voilà, on était très heureux d'avoir Pascal Légitimus. Et puis après, très très sympa le monsieur qui nous a invités au restaurant après, discuter un peu du métier, voilà. Donc nous à l'époque c'était, je te dis, moi j'avais 21 ans, donc on était débutants, donc il y avait encore des choses très très, c'était pas assez mûr, c'était très frais, donc avec beaucoup de bienveillance, il nous a un peu pointé du doigt toutes les choses qu'il fallait retravailler, tout ça. Mais en tout cas, c'était très sympa de sa part d'être venu au spectacle, de nous avoir donné des conseils. Et puis on était quand même content de repasser une soirée avec Pascal Légitimus, qui était un peu, en plus, notre idole. C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, comme je viens de le dire juste avant, c'était les inconnus, on connaissait par cœur leurs sketchs. Donc de voir un inconnu, Pascal Légitimus venir, nous on était comme des fous, quoi. Et c'était vraiment un moment très 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 gratifiant, qui nous a encouragé. Il nous a proposé un petit rôle après dans son film, un petit rôle, une petite silhouette dans son film à l'époque qui s'appelait Anti-sur-scène. Donc on avait trouvé ça très très sympathique. Voilà. Et là, c'était avec ton acolyte qui était cette personne. Ouais, alors c'était mon collègue s'appelait Jean-Jacques Batty, oui. Alors que je salue. Je sais pas mais si jamais à tout hasard il écoutait ce podcast, je le salue. D'accord. Avec qui avec qui j'ai démarré. C'est par là que j'ai commencé comme ça, et lui aussi un peu par la force des choses. Lui, alors il avait un parcours un petit peu plus classique, dans le sens où il avait déjà un peu, je crois, fait ses armes dans des conservatoires de quartier, etc. Mais en tout cas, on s'est rencontrés, c'était le grand frère de mon meilleur ami de l'époque, de quartier, et en tout cas, pour moi, ça a été le début de ce pourquoi j'en suis là aujourd'hui, et c'est vraiment avec lui que j'ai démarré de manière professionnelle, même si évidemment on n'a pas commencé à en vivre tout de suite, mais en tout cas on est rentré dans quelque chose de professionnel en écrivant nous-mêmes notre spectacle, en le développant, les affiches, la promo, et puis après on a fait des petits festivals, on a fait un petit peu de télé, voilà. Bon, après le duo s'est séparé, ça arrive, mais en tout cas c'est comme ça que tout a commencé. Voilà. Et donc les pièces que tu joues là, tu les as écrites
C'est venu par la suite ou il y a eu encore de l'eau à couler sous les ponts? Ouais, non, après, non, il y a eu quand même un petit... Moi, je suis passé après parce que, voilà, comme je le disais, moi, je me suis formé de manière un peu autodidacte, en fait. Donc, j'étais très inspiré, comme je viens de le dire, par tous ces gars-là de l'humour, les inconnus, Elie Dieudonné, etc. Mais moi, il y a un moment, j'ai ressenti quand même le besoin de me former, entre guillemets, avec une formation plus classique. Je sentais que c'était quelque chose qui me manquait, j'avais besoin de ça pour un petit peu pouvoir me rassurer moi et me dire ouais mon gars t'es vraiment comédien. Bon, même si c'était peut-être un petit peu pas forcément justifié, mais en tout cas moi j'avais besoin de ça, donc je suis passé par le théâtre de l'Épée de Bois. D'accord. À la Cartoucherie. Ah oui. Donc après le duo, bon j'ai eu bon ça c'est autre chose, j'ai passé une année en Angleterre. Bon là c'était pour moi pour un peu bouger, voir un peu ce qui se passe ailleurs, comme ça vite fait. Ah, et même aussi au théâtre parce que et j'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre d'ailleurs en Angleterre. Les troupes de théâtre en Angleterre, c'est la Shakespeare Company. Voilà, bon évidemment j'ai pas fait la Shakespeare Company, mais j'ai fait quand même du théâtre. Bon moi de toute façon j'ai toujours été là aussi très inspiré, alors là plus pour le côté acting que humour par les comédiens anglo-saxons, hein, que ce soit britanniques ou américains. C'était un peu, là pour le coup, nos idoles. Ouais. Donc ça m'a toujours un peu appelé, quoi, ce truc-là, de cette méthode, cette façon, cette rigueur, cette discipline. Et qu'est-ce que tu vois comme différence de méthode? C'est toujours intéressant parce que moi j'ai pris des cours de théâtre aussi avec une tragédienne à la française, on va dire. Et on parlait de acteur studio et la méthode des maîtres de comédie française, on va dire. Toi, qu'est-ce que tu vois comme différence entre les deux? Alors après, moi je vais en parler de manière, je suis pas un spécialiste de la question, c'est juste un avis. Moi j'ai l'impression quand même que la grosse différence, c'est que la méthode dite acteur studio, un peu plus chez les anglo-saxons, enfin peut-être pas forcément chez les britanniques, mais en tout cas les américains, c'est beaucoup plus sur le ressenti, quoi, où effectivement le texte, même s'il a son importance, est beaucoup moins prépondérant. Donc on est vraiment sur le ressenti, sur les émotions, sur l'exploration de votre intériorité. Et ça a vraiment été, c'est vraiment là-dessus que se porte cette méthode, alors que peut-être que en France on est plus axé sur le texte, sur les mots. C'est intéressant, je dirais. L'idée qui me vient comme ça, c'est peut-être que l'acteur studio ou cette méthode-là, c'est les mots qui viennent se poser sur les sentiments, et à la méthode française ce serait plutôt les sentiments qui viennent se poser sur les mots. On met d'abord les mots et ensuite les sentiments viennent dedans. Ouais, après je pense que c'est culturel aussi, parce qu'en France il y a une vraie tradition théâtrale qui a peut-être pas aux États-Unis, par exemple. On ne connaît pas le théâtre américain au XVIIe siècle. Enfin, je le répète, je suis pas un spécialiste de la question, mais ça n'existe pas, quoi. Oui. Alors que nous, on avait Molière, on avait Corneille, on avait Racine. C'est ça. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose qui existait. Voilà, donc il n'y a pas cette culture. C'est pour ça que je dis que c'est différent chez les Britanniques, parce que les Britanniques, ils avaient Shakespeare. C'est ça. Et d'autres, et Christopher Marlowe, il y avait Shakespeare. Donc voilà, donc tout ça, ça engendre aussi un rapport au théâtre qui n'est pas le même, et que culturellement, aussi, ça impose une méthode d'enseignement du théâtre qui n'est pas la même. Oui. Donc voilà, mais... Et du coup, pourquoi je te parle de ça, là? C'était quoi? Je te disais quoi? J'ai un peu perdu le fil, là. C'était quoi, non, on parlait de la méthode acteur studio et de la méthode plutôt à la française. Donc, tu étais parti en Angleterre. Oui, voilà. Donc, et puis ensuite, parti en Angleterre, j'ai fait du théâtre là-bas. Et puis, tu es revenu. Et je suis revenu, avec l'envie, justement, entre guillemets, d'avoir une formation un peu plus, des bases un peu plus, justement. Moi, je m'étais jamais frotté à du théâtre classique, je savais pas ce que c'est que des alexandrins, voilà, etc. Donc et puis là, tu l'as fait en anglais en plus, si tu étais en Angleterre. Ah bah oui, je l'ai fait. Ouais, tu parles anglais couramment? Je le parle bien. Après, c'est comme tout ça se pratique. Là, j'ai un peu perdu mais je peux me démerder, ouais. Et donc, quand je suis revenu d'Angleterre, j'ai été directement au théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie de Vincennes. Et là, on va dire que c'est ma vraie formation de comédien, parce que là, pour le coup, je suis rentré, j'ai joué Othello, j'ai fait du Shakespeare, j'ai fait du Molière, j'ai joué Tartuffe, enfin voilà.
Ah oui, génial. J'y suis resté 4 ans, en plus, voilà, avec une méthode, bon, vraiment un petit peu à l'ancienne. Vraiment, c'est-à-dire, ça m'intéresse. Bah, la diction, le souffle, les choses comme ça. Ouais, exactement. Ouais, bah, on était juste à côté, mitoyen du Théâtre du Soleil, d'Ariane Mouchkine. Qui était connu, alors voilà, évidemment pour tout, comment dire, son génie théâtral et tout son travail, mais aussi par sa méthode assez dure, rigoriste, presque dans l'approche du théâtre. Et l'Épée de Bois, bah, c'était très voisin de ça, quoi. Oui. C'est à peu près la même période, la même génération, les deux directeurs des lieux, voilà, c'est les théâtres fondés dans les années 70, donc il y a un côté comme ça, très troupe, on donne tout pour le théâtre ne doit jamais... On mange théâtre, on dort théâtre, on dort au théâtre d'ailleurs. La notion, exactement, bah, la notion de... Ouais, c'est ça, mais parce qu'en même temps, c'est des gars, ils sont arrivés dans les années 70, il n'y avait rien, c'était donc des anciens... Bah, comme son nom l'indique, la cartoucherie, des anciens entrepôts de munitions qui ont été réhabilités, retapés pour y construire des scènes et des théâtres. Et les mecs, bah, ils posaient les parpaings le matin, ils répétaient l'après-midi et ils jouaient le soir. Ouais. Un peu comme au Café de la Gare, exactement. Le café de la Gare de Coluche. Exactement. Donc si vous voulez, quand vous partez de là, ça vous donne forcément une approche et une notion du théâtre qui est pas la même que quand j'y suis arrivé comme ça, la fleur au fusil. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc derrière, tu t'inscris dans le réel, quoi. Oui. Du lieu, toutes les contraintes techniques, les contraintes. Voilà. Et du coup, c'est clair que l'Épée de Bois, c'est un microcosme, quoi. C'est un système avec donc une âme, un directeur de lieu, donc Antonio Diaz-Florian, qui a insufflé, voilà, bah, de par son vécu et comment il a construit ce théâtre, un état d'esprit, quoi. Donc quand vous arrivez à l'Épée de Bois, ben, il faut embrasser cet état d'esprit qui n'est pas forcément hyper évident. C'est vrai, et puis j'y suis allé avec sortie de scène dernièrement pour Iphigénie, justement, dans Racine. Et quand on arrive à l'Épée de Bois, on a l'impression... Le théâtre est magnifique. Déjà, c'est magnifique. C'est le théâtre Pierre dans lequel on était, le théâtre de Pierre, la salle de Pierre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent une temporalité différente, alors qu'on est juste de l'autre côté du périph', mais on sent que on peut prendre un peu plus de temps pour s'installer, pour regarder, pour ressentir. Ça se ressent. Hein, Ça se ressent, et c'est quelque chose de très, très louable, de précieux. Et j'ai eu c'est difficile à l'Épée de Bois, c'était pas simple, parce que je vous dis, tout ce système-là, bah, il faut s'y adapter, et c'est quand même pas évident, parce que pour en parler de manière un petit peu, on va dire un peu caricaturale, il y a quelque chose qu'on pourrait qualifier d'un peu sectaire dans cette espèce de système où vraiment on est très sur ces méthodes, sur ce système. On n'a pas forcément envie de s'ouvrir à des éléments extérieurs parce que c'est comme ça. Donc il faut s'adapter. Donc c'est pas forcément évident. Par contre, théâtralement, ça reste ça reste ma formation. Et puis c'était quand même du beau théâtre. C'était du très beau théâtre. On a fait des très belles choses là-bas. Lui en plus, il se trouve que, après c'était peut-être un signe, il était péruvien. Mais dans tout ce qu'il faisait, dans sa programmation, il y avait énormément de sensibilité caribéenne, notamment haïtienne. Et moi, je suis d'origine haïtienne. Donc, moi, quand je suis arrivé à l'Épée de Bois, je vous dis, j'ai poussé la porte. Hein. Je suis arrivé, je connaissais personne. Et j'ai vu des photos de spectacles, avec des spectacles qui traitaient d'Haïti, de Toussaint l'Ouverture. Donc, il y a quelque chose qui, en plus, m'a appelé, entre guillemets. Moi, j'ai trouvé le théâtre très beau. J'ai assisté à une répétition avec le metteur en scène en personne, que j'ai trouvé très charismatique et très talentueux dans sa façon d'approcher le théâtre. Le gars, il se lève, il commence à donner vie à ses personnages. Donc moi, je suis arrivé, j'avais 25, 26 ans, j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, je veux bosser avec ce mec-là.
Bah oui. Et en plus, j'ai eu la chance, bon voilà, c'est pas tous les jours qu'on vous propose le rôle d'Othello, bon, quand même un monument du théâtre classique. Donc j'ai fait de très très belles choses là-bas, je regrette pas, mais ça a été quand même un peu difficile. Mais c'est bien, quand c'est difficile, c'est que c'est un bon chemin. Disons que moi j'ai appris, moi je connaissais rien en fait, je te dis, moi je suis arrivé, je faisais des sketchs avant. Je faisais des sketchs sans aucune formation, j'avais jamais pris de cours de théâtre de ma vie, je savais pas ce que c'est qu'un texte classique. Donc je suis arrivé, ça m'a appris même techniquement, à savoir projeter sa voix, articuler, et puis aussi le sens du sacré, très important ça. Le sens du sacré, la rigueur. Nous on avait un emploi du temps quasiment militaire, hein. Oui. On arrivait à 8h30 sur la scène, il fallait être costumé, maquillé. Bah, c'est ça, en fait, c'est le professionnalisme dans le théâtre, dans les troupes, pour faire des projets qui sont audacieux et organiser plusieurs personnes qui travaillent sur le même projet. Ça demande une organisation professionnelle. Ouais, et ça, c'est Villard qui en parlait dans son livre. Et puis aussi, ça vous apprend l'humilité, quoi. Au théâtre de l'Épée de Bois, il n'y a pas de star, hein. Oui. Je peux dire que si vous commenciez à vous la raconter, à commencer à faire un peu les divas et tout, vous étiez tout de suite recadré, parce que alors ça, c'était le truc. Donc voilà, ça vous apprend à être vraiment dans le travail, dans le côté un peu stakhanoviste de ce qu'est le métier de comédien. Alors, un petit peu trop, peut-être. Je pense que on peut préserver cette rigueur sans aller dans cette espèce d'outrance, des fois, dans cette rigueur qui était trop, selon moi, parce qu'il faut que ça reste quand même un plaisir, hein. On n'est pas à la mine, hein. On fait quand même du théâtre, hein. On est quand même là pour donner du bonheur aux gens. Il faut quand même aussi en prendre à un moment. Voilà, donc le côté création-souffrance, ça me fait... Oui, c'est ça, prendre c'est avec limite. des pincettes, quoi. Mais c'était Ariane Mouchkine, c'est pareil. Vous avez des anecdotes d'anciens... et que ce soit du comédien, du maquilleur ou des techniciens qui sont passés par Ariane Mouchkine, ils vous en parleront mieux que moi. Voilà, il y en a, ils ont souffert, hein. Ça me fait penser à une anecdote que mon père m'a racontée. Donc, je te raconte un peu qui était mon père. Moi, je suis né dans une famille... il m'a dit, surtout ne fais pas ce métier-là. Mon père était metteur en scène d'opéra et son père était metteur en scène et directeur d'opéra. D'accord. Donc c'est un truc de famille. Et il m'a dit, surtout fais pas ça. Donc j'ai commencé par faire des études d'ingénieur et puis après, je suis parti en vrille, quoi. Ouais. et tout à l'heure, tu parlais de pas faire sa star. Et ce qui est marrant, c'est que lui, il s'est retrouvé assez vite à un poste assez important. Il était metteur en scène maison à l'Opéra de Paris. Ah ouais. Et il avait que 30 ans. D'accord. Alors, comme il est né dans une maison d'opéra, son père lui avait fait faire tous les métiers, du balayeur au trompettiste de coulisses, au 5e rôle, au figurant, régisseur. Il avait vraiment fait tout ce qu'on peut faire dans un théâtre, dans un opéra. Donc, c'était quelqu'un de métier artisanal, quoi. Ouais. Ce qui me fait penser, ce dont tu parles, au théâtre de l'Épée de Bois, à la cartoucherie. Et donc, là, il se retrouve... Rolf Lieberman, grand directeur de l'Opéra de Paris, lui dit Humbert, reprenez cette mise en scène de Don Giovanni, reprenez les décors et faites ce que vous voulez. Et il lui met un cast. Pour ceux qui connaissent l'opéra, c'est un truc de dingue. Il y avait Gabriel Bacquier dans Leporello, il y avait Iliana Kotroubache. Non, pas Iliana Kotroubache. Si, je crois que c'est Iliana Kotroubache. Enfin, une grande soprane dans le rôle de Donna Elvire, le deuxième rôle, le premier rôle féminin, quoi. Et il commence à travailler avec Bacquier, l'acte 1, scène 1, où il s'éclate avec Bacquier dans Don Juan. C'est comme dans Don Juan de Molière, où il raconte toutes les conquêtes de Don Juan. Et donc, il s'éclate, ça marche bien, et tout. Et puis, il voit pas, tout est codé. Tout est codé à l'opéra, codifié, et on peut pas prendre de temps outre mesure parce que y a tout à organiser, l'orchestre, etc. Je demande pardon. Et donc il prend du temps, et là il y a cette soprane star qui est prévue à 11h15 et il est 11h30 et elle a toujours pas commencé sa répétition.
et elle perd vraiment patience. Et donc elle n'ose pas le couper parce que c'est la mise en scène, et puis ça monte, et c'est à elle de rentrer dans Elvire, et elle rentre en furie sur le plateau. Et elle commence sa scène. Mon père dit waouh, génial, c'est exactement ça en plus. c'est vraiment comme ça qu'Elvire est vis-à-vis de Don Juan. Elle est vraiment dans cette idée. Enfin, elle dit donc parce que lui, il est vachement impressionné. Il est pas du tout connu et il est qu'avec des stars. Donc il est comme ça. Il se dit c'est génial. Donc les stars, elles envoient. Hein. Enfin vraiment, et puis le truc s'arrête. Lui, il arrête pas parce qu'il trouve ça génial. Et elle dit, voilà, c'est un scandale, j'étais prévu à 11h15, il est 11h40, et elle fait un scandale. Et donc, lui, il est très embêté, il n'avait pas compris que c'était pas du jeu. Donc il écoute, et puis, avec toute la diplomatie qu'avait mon père, au bout d'un moment, il lui dit, bon, on est là pour travailler, pour faire le mieux possible, qu'est-ce qu'on fait ? On s'engueule ou on travaille? Et elle dit, on travaille. Et ils se sont serrés la main, puis ils sont partis, puis ça a matché, et puis ils ont bossé après, ils ont fait l'opéra nickel, quoi. Ouais. Et ils se sont retrouvés justement sur l'objectif final, on est là pour travailler, on n'est pas là pour se prendre... Mais bon, mais après il y a les peurs des gens, enfin c'est ça aussi, tu le sais quand tu travailles avec de l'humain. Puis notre métier, on est vraiment pour le coup sur de la sensibilité, sur de l'ego tout le temps, donc il faut savoir gérer ça. En même temps, c'est ce qui fait aussi qu'on fait ce métier, parce que si t'as pas d'ego, si t'as pas de sensibilité, tu fais pas ce métier. Mais c'est sûr que ça doit être géré par le comédien, la comédienne. Et ça doit aussi être géré par celui qui vous met en scène, qui vous dirige, quoi. Parce qu'effectivement, c'est de l'humain, c'est pas comme vendre des chaussettes ou des machines à laver, quoi. C'est ça. c'est toute la complexité de ce métier. On est nos propres instruments. Et c'est vrai que, vu comme ça a l'air plus simple que jouer du piano, ou de la harpe ou du violoncelle. Mais c'est alors qu'en fait on est le violoncelle en scène. Oui. Et puis il y a des trucs que vous ne maîtrisez pas. On est on est conditionné par ce qu'on dégage, par notre physique, donc ça crée beaucoup de confusion, enfin pas de confusion, mais des fois de doute, de peur, de frustration, c'est ce qui rend le métier assez complexe. Voilà. Et en même temps beau, parce que le risque crée le... Oui, de toute façon, l'idée, le risque après, c'est de pouvoir parler des êtres humains dans toute leur complexité, et puis que ça puisse renvoyer au spectateur, une image d'eux-mêmes, quoi. Bien sûr. Donc dans nos travers, dans nos bons côtés, dans nos mauvais côtés, que ce soit dans de la comédie, dans du drame, c'est un peu le but de notre métier, quoi. Pour revenir aux pièces de théâtre, là, tout à l'heure on a parlé, pour préparer rapidement, on a des teasers à montrer. Dans les pièces que tu as ensuite écrites et puis mis en scène, les deux. Donc la première que tu veux qu'on voit, ce serait quoi ? La première, c'est Les hommes sont des femmes comme les autres. C'est ma première pièce, donc, que j'ai créée au Festival d'Avignon en 2012. Et c'est une pièce qui tourne depuis quasiment 13 ans. Et j'en profite pour dire qu'on a une date très importante le 4 mars à Elancourt. D'accord. Voilà, au théâtre Le Prisme, donc de cette pièce. Et là, on est dans un boulevard. Donc c'est vraiment un pur boulevard de la comédie, alors modernisée, mais on est vraiment dans le boulevard, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire porte qui claque, quiproquo, rebondissement, beaucoup de rythme et de folie, que j'ai remis un peu à ma sauce, on va dire latino-américaine, latino-caribéo-américaine, voilà. D'accord. Et donc voilà, donc c'est un pur boulevard. Super, on regarde l'extrait, c'est parti. Eh bien allons-y. C'est parti.
La restructuration d'une cellule souche. Tu vas essayer de le séduire. Quoi? Il a toujours aimé les moches, ça devrait pas être difficile. Il est temps, mon pote Bruno. La Céleste, on m'avait jamais parlé comme ça. Alors toi, tu me traites jamais, mais alors jamais de malade. Il est parti où, Bruno? Il est parti m'acheter des serviettes hygiéniques. Ben peu. Risque d'avoir une petite surprise. Non, mais lui, il est né à 4 mois et demi aussi. 1, 2, 3, I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Super, et ben donc rendez-vous le 4 mars à Elancourt. Mardi 4 mars à 20h au théâtre Le Prisme. Oui. Et c'est à Elancourt, c'est dans les Yvelines. Voilà, vous avez tous les renseignements sur les sites de réservation habituels, la page Facebook du spectacle, la page Instagram du spectacle, où vous pouvez vous avez un lien, vous pouvez réserver vos places, donc n'hésitez pas. On va 4 mars. On va diffuser ça dès qu'on peut. Voilà. Et donc ce spectacle, pour raconter un peu la genèse, c'est une des premières comédies de boulevard que tu as fait. Ouais, c'est ma première pièce. Ah d'accord. C'est ma première pièce, et la toute première, donc comme je te disais, créée en 2012. Et bah c'est venu, donc moi j'ai quitté l'épée de bois. Après j'ai écrit un spectacle de one man show. J'ai fait du one man show. Je me suis j'ai quand même tourné ce spectacle pendant 3-4 ans, mais je me suis rendu compte que même artistiquement c'est quelque chose qui me satisfaisait pas, le one man show. Et donc ensuite j'ai joué en tant qu'acteur dans des comédies un peu de ce style, de ce réseau-là, on va dire de comédie de café-théâtre. Et j'ai fait le Festival d'Avignon, donc avec d'autres pièces. Et à un moment, je me suis dit, j'ai vu un peu comment ça se passe dans ce réseau de comédie, etc. Je me suis dit, tiens, écoute, vas-y, remets-toi un petit peu au boulot, hein, parce que toi, ton truc, c'est quand même l'écriture depuis le début. Donc vas-y, écris ta pièce, quoi. Et c'est parti comme ça. C'était au départ une pièce qui était avec 4 personnages, que j'ai réadapté pour en faire une pièce à 3. Et voilà, j'ai fait un showcase, donc on était en février 2012 à la Comédie des Boulevards, je crois. Donc ça avait très très bien marché tout ça. Et puis j'ai eu une opportunité de faire l'été suivant, de présenter le spectacle au Festival d'Avignon, au Théâtre de l'Observance. Et c'est parti comme ça. J'ai rencontré un producteur pendant ce festival avec lequel j'ai commencé à travailler sur cette pièce. Et dès la rentrée, on a commencé par une tournée, si je me souviens bien, je crois que c'était en Suisse, à Genève. Et depuis, il n'y a pas une saison où le spectacle n'a pas joué au moins 40 fois, quoi. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment donc j'ai aussi monté le spectacle avec des équipes locales, mais en province. Avec plusieurs distributions. Voilà, avec donc des distributions par exemple, le spectacle a joué pendant 5 ans à Bordeaux, donc avec une équipe bordelaise que j'ai formée. Le spectacle a joué là, il joue actuellement avec une équipe que j'ai formée à Rennes, et qui tourne un peu partout dans différents théâtres en France. J'ai eu aussi une équipe à La Rochelle, que j'ai formée, à Vannes, en Bretagne. Voilà, donc il y a l'équipe parisienne, et puis après j'ai aussi développé en formant des équipes sur place qui exploitent ce spectacle. Voilà, donc c'est... Bon, le spectacle continue de tourner. Moi, je sais pas si jusqu'à 60-70 ans, je pourrais continuer à mettre des talons et jouer la stripteaseuse cubaine, mais bon. Mais c'est ça qui est mais j'arrive génial toujours autant aussi. De marrer. Je suis toujours autant surpris à chaque fois, chaque début de saison, je me dis... T'en es à combien de représentations maintenant? Moi, ça fait au moins 1500 fois que je le joue. C'est ça.
Ça, c'est passionnant de voir parce qu'il y a différents métiers dans les comédiens. Il y en a qui font des pièces différentes à chaque fois, qui brassent beaucoup. Quand on fait du cinéma ou des séries, on passe d'un truc à l'autre, on a le texte à peine. Et là, il y a plein d'autres comédiens, les artisans, qui sont aussi dans la répétition. Et là, c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu en tires? Il y a des choses très riches, j'imagine. Chaque fois, c'est nouveau. Ouais, puis c'est aussi... ça répond aussi à une logique professionnelle, parce que donc moi, en tant qu'auteur, quelque part, même si j'ai pas été producteur officiellement tout de suite, j'ai toujours eu en fait un statut de producteur, quoi, dans le sens où je gère mes propres projets, je les vends, même si c'était ton bébé, quoi. Voilà, ah, oui. donc c'est ça qui fait que je n'ai jamais été que acteur, en fait. Oui. Et même, je serais même tenté de dire qu'en fait, acteur, c'est peut-être, en tout cas d'autant plus aujourd'hui, c'est peut-être ce que je fais le moins, en fait, parce que moi, en fait, je suis acteur surtout dans mes pièces, mais sinon et c'est pas parce que je veux pas, hein, mais voilà, je suis pas sollicité juste en tant qu'acteur, je ne le suis pas énormément, en fait. Et je le répète, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je pense que professionnellement, c'est vrai que petit à petit, moi j'ai développé mes pièces en tant qu'auteur, dans lesquelles je joue. Après, je les produis, j'ai des dates qui s'enclenchent, donc des fois c'est simplement par manque de disponibilité. Pour pouvoir être disponible pour d'autres projets, parce que moi, quand je vous dis, et encore là, même si j'ai des doubles équipes, donc je suis un peu moins accaparé par mes propres pièces, mais moi j'ai eu des périodes où en fait tous les week-ends ça joue. J'étais jamais chez moi. Bah oui. J'étais en tournée tout le temps et je faisais 80 dates par saison, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc ça laisse assez peu de place pour d'autres projets, mais en même temps ça avait du sens, parce que c'est aussi même économiquement, moi c'est ce qui me permettait, plus tu joues, plus t'amortis aussi, moi ça me permet de, et puis ça me permettait aussi d'avoir c'est vrai aussi, alors ça c'est peut-être un truc sur lequel il faut que je me détende et que j'ai appris à me détendre, mais ça me permettait aussi d'avoir un petit contrôle sur mes projets, tu vois, d'être toujours celui qui joue dedans et qui donc entre guillemets a l'œil sur tout. Oui. Voilà, parce que je suis garant de la bonne tenue artistique, je suis garant de la com qui va se faire sur le projet, c'est moi qui deal avec les directeurs de salle, donc je suis quand même le mieux placé pour parler de mon produit. Ça, c'est le côté de la cartoucherie, avec la rigueur qui revient. Ouais. Et puis en même temps, ça c'est petit à petit. C'est vrai que moi, si j'avais eu une opportunité professionnelle d'un metteur en scène de théâtre ou d'un réalisateur de cinéma qui me dit ouais putain, je te veux comme premier rôle dans mon film, et puis de là, de fil en aiguille, commence à se développer pour moi une carrière, je l'aurais fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi ça m'aurait pas, je pense que ça ne m'aurait pas complètement empêché de continuer d'écrire et de développer des projets, mais c'est aussi des opportunités et des expériences de vie qui fait que vous en êtes là. Et c'est vrai parfois, que il y a des acteurs qui ont une grande carrière au cinéma, etc. Puis les carrières, parfois il y a aussi des modes, et puis ça s'arrête un peu. Et là en fait ils se trouvent à être très heureux à pouvoir faire leur projet. Ouais, puis de toute façon, quand on y réfléchit, c'est complètement cohérent. J'ai toujours fait comme ça, en fait. Moi, j'ai commencé à 20 ans en écrivant mon propre spectacle. Comme tu dis, le côté très artisanal, avec mon collègue, je le répète, on a fait nos petites affiches. J'ai toujours fait comme ça. Ah oui. J'ai toujours fait comme ça. Je n'ai jamais attendu à côté d'un téléphone qu'on m'appelle pour me proposer un rôle. Je n'ai jamais fait ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, continue. Oui, non, mais après, voilà, il y a des gens pour qui les choses se passent différemment et qui dessinent un parcours différent. Bien sûr. Moi, c'est vrai que ça s'est fait comme ça. Et donc, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis. Et du coup, il y a quelque chose de très logique. Et là, maintenant, je suis officiellement, on va dire, au niveau du statut, devenu réellement producteur depuis plusieurs années, mais je l'ai toujours été, en fait.
Ouais, je vois bien de quoi tu veux vois parler. Ce que je veux dire. Tu portes le projet, même si tu as des aides, des financeurs, etc. autour, tu mets ton nom, tu mets tout sur la table. Je suis pas le seul dans ce cas-là. On est dans le théâtre privé en plus, donc les subventions, t'oublies. Hein. Donc non, c'est avec le temps, on développe son réseau, on a des spectacles qui plaisent, on arrive à se débrouiller parce que les spectacles déclenchent de la billetterie, donc ça engrange de la recette. Cette même recette vous permet d'avoir un peu de trésorerie qui vous permet de prendre un peu plus de risques et de miser, de mettre un peu plus d'argent pour la com, pour votre prochain spectacle, etc. etc. Ouais, donc c'est petit à petit. C'est une entreprise. C'est une entreprise culturelle. Mais c'est exactement ça. Moi, je suis entrepreneur de spectacle. Et ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on est dans le réel. C'est-à-dire que ça marche pas quoi. Oui. Après, ça reste de toute façon un métier d'insécurité. Voilà, il n'y a pas de CDI, donc effectivement ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ça dépend de plein de choses, mais ce qui m'a toujours, moi, parlé, contrairement au métier d'acteur pur, et on en parlait tout à l'heure, un petit peu, le métier d'acteur, le problème, c'est que vous ne pouvez rien maîtriser quelque part. Après, c'est un point de vue, mais je trouve que vous ne pouvez rien maîtriser. Parce que même si vous avez du talent, si vous n'avez pas la tronche qu'il faut, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je caricature un petit peu. Mais être acteur, vous dépendez du désir de l'autre. On ne vous veut pas, mais parce que pour des raisons X ou Y qui sont des fois totalement indépendants de votre talent. Tout à fait. Vous restez à côté de... Vous n'avez pas de boulot, quoi. Ouais. Vous dépendez du désir de l'autre. Là, moi, la différence, c'est que je suis quand même en capacité de créer mon propre produit, d'avoir une maîtrise artistique sur ce que j'ai envie de défendre et proposer. Après, ça reste compliqué parce que je ne suis pas tout seul et le marché est extrêmement concurrentiel, mais je suis en capacité de défendre mon propre produit et de le faire valoir et de savoir un petit peu où je vais, entre guillemets, même si l'aléatoire reste très très présent. Mais vous voyez, moi j'ai beau être un acteur, je dis pas ça pour moi, je dis tu en général, j'ai beau être un acteur génial, j'arrive en casting, si j'ai pas la gueule qui correspond à l'idée qu'a le réalisateur dans sa tête. Oui, mais il y a ça, puis il y a même d'autres contraintes qui rentrent en ligne de compte. Moi, j'ai fait passer beaucoup d'auditions pour des chanteurs, je suis aussi chanteur, et puis parfois, pour faire une distribution d'opéra, par exemple, ça dépend de où on joue, ce qu'on joue et où on joue. Il y a des acteurs qui sont bons pour des salles de telle taille et d'autres qui sont bons pour des salles de telle taille, d'acteurs-chanteurs, je parle, du nombre de musiciens dans la fosse. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Les autres aussi. Si on a telle chanteuse pour faire la comtesse, je dis n'importe quoi, on peut pas avoir n'importe qui dans le conte. Donc on va trouver un conte qui est super, sauf que ça va pas aller avec la comtesse. Exactement. Et comme la comtesse, on la prend parce que on n'arrive pas à en trouver d'autres, par exemple. Enfin, j'invente, hein. Mais donc c'est vrai que c'est la loterie. Et on est obligé de faire quand vous êtes pur, juste acteur ou actrice, vous êtes forcément tributaire de tout ça. Après, évidemment, quand vous accédez à un certain niveau de notoriété, c'est différent parce que vous devenez bankable. Ah oui. Donc là, du coup, votre présence sur un projet rapporte de l'argent, tout simplement. Donc là, du coup, ça change complètement la donne. Oui. Mais avant d'en arriver là, vous êtes... et c'est même pas parce que vous n'êtes pas bon, c'est que, comme tu dis, même des fois, comme tu l'as dit, des questions d'harmonie, tu es super, tu es une super actrice, super acteur, mais ton binôme, il fait une tête de moins que toi, ça va pas le faire. Oui. Voilà. Moi, j'ai dû pas prendre des gens, notamment je pense à une fille excellente chanteuse, mais très grande, pour faire un rôle de chérubin, donc dans le petit adolescent. Ah bah oui. Et elle était mais vraiment extraordinaire, parfaite. Simplement, il aurait fallu que tout le monde fasse 2 têtes de plus. Mais c'est ça quand on parlait de notre instrument, c'est qu'on va pas se mentir. Acteur, actrice, on est, même si le talent évidemment a son importance, mais on est quand même énormément conditionné par notre physique. Ah oui. C'est un métier d'image.
Et à un moment, c'est très frontal ce que je vais dire et un peu cynique, mais des fois, vous n'avez pas la gueule qu'il faut, c'est mort. Ouais. C'est mort. C'est pas grave, on essaye autre chose et puis voilà. Ben, voilà, donc c'est... Et là, moi, dans ce que moi je fais, la manière dont je travaille, c'est quand même un peu différent. C'est quand même un peu différent parce que c'est quand même un peu plus balisé. Vous pouvez quand même... vous travaillez un spectacle, vous commencez à pouvoir beaucoup plus déterminer des choses qui peuvent quand même être susceptibles de marcher ou pas. Même si on connaissait tous la recette du succès, on serait tous... voilà. Donc l'aléatoire reste présent, mais c'est quand même beaucoup plus maîtrisable. Oui. Voilà. Est-ce qu'on enchaîne avec l'autre spectacle qui se joue? Enfin, tu as plusieurs spectacles qui se jouent, mais oui. tu as aussi le spectacle Par ici la sortie qui se joue au Théâtre Edgar. Ouais, donc ça c'est mon avant-dernière pièce qui s'est jouée au Théâtre Edgar. On a terminé récemment le 1er février dernier, qui a joué pendant 2 ans au Théâtre Edgar. D'accord. Et aussi en tournée, comme l'autre, un peu partout en France. Depuis, la pièce a été créée en 2019. D'accord. Bon, on lance le teaser. Eh ben allez. Allez, c'est parti. Très drôle. Quelle énergie, hein. J'ai rigolé du début jusqu'à la fin. On n'est pas loin de la maison, alors c'est encore mieux. Là, ça y est, je vais prendre l'abonnement. Une bonne barre ce soir. Merci. Super. Voilà. Ça, les femmes ont toujours raison, qu'on a déjà vu. Et donc là, ce spectacle va être repris aussi dans d'autres salles. Oui, alors c'est pareil. Il joue aussi. Bah, il joue actuellement. Il joue déjà à Rennes, hein, c'est ça? Non, celui-là, c'est l'autre qui joue à Rennes. Ah oui. Celui-là, il joue actuellement à Bordeaux, donc par une équipe bordelaise. C'est leur 2e saison là, à Bordeaux. Nous, on va le jouer. On va le jouer bientôt au Maroc. D'accord. En avril, là, on part à international. Ouais, à l'international. On va jouer. La première pièce, Les hommes sont des femmes comme les autres, avait joué aussi dans le même lieu la saison dernière. Et là, on est reprogrammé pour le mois d'avril prochain à Casablanca. On va le jouer aussi près de Reims. Voilà, donc c'est un spectacle qui tourne un peu partout en France. Voilà. D'accord. Et qui est dans la même veine, quoi. C'est vraiment des spectacles qui sont faits pour faire rire beaucoup et fort. Et pour vraiment détendre le spectateur, on est vraiment dans de la comédie, vaudeville, boulevard, avec de l'interactivité, beaucoup d'énergie, de la folie. Et vraiment pour que les spectateurs s'amusent et se détendent, quoi. C'est le genre de spectacle, on pose son cerveau à l'entrée de la salle et on récupère en sortant. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien. Moi, je suis pas mal de fois allé au Théâtre Edgar avec sortie de scène. Ouais. Et j'espère qu'on va refaire des épisodes sortie de scène. En plus, Par ici la sortie de scène, ça s'appelle, je crois. Ouais. Mais c'est vrai que ça marche bien, ces spectacles. Moi, je vois maintenant, je commence à avoir une petite lecture des propositions. C'est la deuxième fois que je fais Avignon. J'ai plus de 300 spectacles, 300 épisodes de spectacles, dont de l'opéra, de tout sur sortie de scène. Et je vois un peu, j'ai une photographie, je dirais un peu, parce que je prends vraiment de tout, entre guillemets, je sélectionne pas. Donc je vais dans des grandes salles, dans des petites salles, avec des gens connus, pas connus. C'est vraiment, il n'y a pas de sélection à ce niveau-là. C'est vraiment ce qui vient, en fait. Et ça permet justement de découvrir des choses. Il y a des choses que
je m'attends pas à trouver bien, que je trouve très bien, et inversement. Ouais. Et je vois que c'est évident, le spectacle comique, c'est ce que les gens très rapidement ils vont là parce que c'est léger, ça permet. Il y a toujours il y a toujours un discours, hein, il y a toujours quelque chose qui est dit, qui est défendu, mais ça permet vraiment de se sortir un peu et d'être en présence, parce que moi c'est ce que je vois avec Netflix et les productions, les super productions américaines ou autres, ils peuvent faire des choses qui sont très difficiles à reproduire. Par contre, l'interaction avec le public, comme tu en parlais tout à l'heure, ça, il n'y a aucun autre moyen qu'au théâtre pour l'avoir. Ouais, et puis les gens, ils ont envie de se marrer, ça c'est clair. Voilà, nous on a souvent dans mes spectacles des retours qui viennent. C'est voilà, vous nous avez fait passer un super moment, et j'entends souvent ça fait du bien vu l'époque qu'on vit, machin, nanana. Parce que et c'est vraiment ce que j'offre, ce qu'on vend dans nos spectacles, c'est une petite parenthèse où pendant 1h15, 1h20, les gens ils oublient tout, entre amis, en couple, en famille, ils se détendent, et il n'y a pas d'autre prétention que ça, quoi. C'est vraiment de la pure détente, et les gens, ils ont besoin de ça. Je crois que c'est vraiment, je pense que ça fait du bien. Je pense que ça fait vraiment du bien. Rire, quand on rit, on sécrète de l'oxytocine, voilà. On sécrète tout un tas d'hormones positives pour la santé, on augmente son espérance de vie, en fait. Voilà, tout simplement. Y a même, j'ai déjà vu ça, des thérapies par le rire, là, une espèce de yoga où les gens, on les avec des exercices de respiration, on les fait faire s'éclater de rire et tout, voilà, pour se détendre et tout ça. Donc oui, donc vraiment, moi c'est ce que je propose, quoi. C'est vraiment, vous venez voir mes spectacles, vous riez, vous sortez un peu plus léger. En même temps, ça n'empêche absolument pas, évidemment, de proposer de la qualité d'écriture, de jeu, de mise en scène. Puis en et plus, d'offrir une parenthèse où on oublie tout, on s'éclate pendant 1h15, 1h20. Le spectacle comique, j'ai envie de dire, ça rigole pas pour que ça marche. Ouais, c'est vrai. Alors après, on le dit souvent. C'est vrai que d'ailleurs, même on en parlait tout à l'heure, les spécialistes de la question, les inconnus, enfin tous ces gens-là vous le diront. C'est vrai que la comédie, c'est hyper exigeant, très 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 exigeant. Maintenant, c'est sûr que c'est parfois un petit peu, et c'est dommage, un petit peu dévalorisé par une certaine intelligentsia théâtrale, on va dire, qui des fois considère ça un petit peu comme du théâtre un petit peu de seconde zone, ou voilà, mais c'est très 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 difficile la comédie, et puis ça fait du bien. Oui, on a besoin aussi d'avoir des spectacles qui racontent des choses, des messages, de l'émotion, et bien sûr, mais je crois que le pur divertissement, déjà c'est difficile, c'est du vrai théâtre. Molière, il y a des pièces de Molière, c'est du pur divertissement. Bien sûr. Pas toutes, mais il y en a, c'est du pur divertissement. Et c'est ce qui vendait. Mais tout à fait. Donc, divertir en s'amusant. La nature a sélectionné le jeu comme méthode d'apprentissage. Donc, en fait, on en parlait au début, jouer pour apprendre, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc si on s'amuse en regardant un spectacle, c'est la meilleure manière de s'intégrer dans le cerveau. Ouais, et puis c'est très très exigeant. Ça demande énormément de précision, de rigueur, parce que le comique, c'est du papier à musique, hein, donc vous ratez un effet, une réplique, le rire il part pas tout simplement. Et contrairement au registre dramatique, c'est vrai que la sanction elle est assez immédiate. Parce que le rire, c'est sonore. Donc, c'est-à-dire que si vous avez écrit une vanne, un texte, un effet pour faire rire, s'il n'y a pas de rire dans le public, c'est que c'est raté. Et ça ne pardonne pas. Et vous avez la sanction. On peut pas faire semblant, quoi. Vous avez la sanction immédiatement. Parce que dans un registre, et c'est pas du tout pour dénigrer, absolument pas. Mais dans un drame, quand on est plus dans quelque chose d'émotion, dans la réflexion, les gens, ils peuvent être pris par l'émotion, mais des fois, on ne peut pas forcément faire la différence entre quelqu'un qui s'emmerde et quelqu'un qui est pris par l'émotion. Enfin, quand il est dans le public, parce que ça ne s'entend pas. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire. Alors que, là, Où ça s'entend beaucoup moins, en tout cas. Où ça s'entend beaucoup moins. Mais alors que le rire...
si vous écrivez une comédie et qu'il n'y a pas de rire, c'est qu'il faut revoir votre texte. Hein. Et ça me donne l'idée, ce que tu dis, que la comédie peut-être sur la tragédie ou le drame, ça se fait d'une manière différente, mais on est plus ensemble, le public. Dans la comédie ? Oui, c'est-à-dire que comme les autres rient, il y a un côté un peu on ça est aussi, ensemble. C'est très, bien sûr, ça c'est très et ça aussi c'est très plaisant, et c'est sans doute ce qui fait que je me lasse pas depuis 13 ans à jouer cette pièce, malgré que je connais par cœur. Mais c'est qu'effectivement de voir une salle qui rit avec cette espèce, c'est contagieux en fait. Il y a quelque chose de contagieux. Il y a quelque chose d'extrêmement, une énergie extrêmement positive qui s'appelle le rire et qui devient contagieuse. Au départ, les gens ne sont pas forcément partis pour ça, même si ils ont envie, puisqu'ils prennent un billet pour aller voir une comédie. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure du spectacle, les gens commencent à rire et puis on les emmène. On les emmène dans un délire, quoi. Et ça devient contagieux. Quand vous avez une salle pleine qui rit pendant 1h15, 1h20, moi, ça me fait tout oublier. Je me dis que j'ai raison de continuer ce métier, parce qu'après, les gens, en fait, ils vous disent merci, quoi. Donc, quelque part, vous leur avez donné quelque chose, vous leur avez fait plaisir. Donc, ça, c'est quand même très gratifiant. Les gens, ils vous saluent à la fin, ils vous disent merci. Donc ça, c'est quand même quel que soit le métier. C'est un métier pas mal quand même. Bah oui, quand les gens, vous leur offrez quelque chose et ils vous disent merci, on a fait notre travail, on est très content, tout le monde est content, c'est très gratifiant, quoi. On arrive à la fin, je te laisse le dernier mot. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter ? Moi, ce que j'ai envie déjà, merci à toi, merci de m'avoir invité, et puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ceux qui nous écoutent, c'est aller au théâtre. Effectivement, comme tu le disais, on est beaucoup sur Netflix, sur les plateformes, etc. Mais c'est bien d'aller découvrir le spectacle vivant, de continuer d'aller au théâtre, de rire, ou même pour des spectacles de registres différents que du rire, mais en tout cas d'aller au théâtre, de découvrir le spectacle vivant, de voir des gens en chair et en os. Ça, c'est très précieux et c'est très important, parce que c'est vraiment une expérience unique pour les comédiens et les spectateurs. Et puis pour terminer sur un petit aspect de promo, moi donc je serai, je le répète, le 4 mars avec Les hommes sont des femmes comme les autres à Elancourt au théâtre Le Prisme, voilà, le 4 mars à 20h. Et puis je serai avec ma dernière création qui s'appelle On est fait pour s'entendre. Je serai au Festival d'Avignon au théâtre La Landalous. Voilà, On est fait pour s'entendre, ma dernière création. Et je le répète, le 4 mars à 20h à Elancourt, au théâtre Le Prisme, pour Les hommes sont des femmes comme les autres. Voilà, et au plaisir de vous y voir. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine, au revoir. À la prochaine.